Tout d'abord, on a donc un système, cette fois-ci, à 3 corps. Dès que tu rajoutes un deuxième électron, tu as un noyau et 2 électrons. Donc on a un système à 3 corps. On sait, grâce à Poincaré déjà, célèbre mathématicien, que dès que tu as 3 corps, les choses se compliquent. Essayez d'imaginer que vous êtes un électron et que vous allez à un endroit où il y a déjà un électron. Un endroit, c'est quelque part autour d'un noyau, ok ? Même si vous raisonnez en termes de probabilité de présence. En tant qu'électron, vous êtes chargé négativement. Vous êtes d'accord, vous avez une charge négative. Et vous allez dans un endroit où il y a un autre électron qui est chargé négativement. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des moments, comme ils se déplacent très vite, ils se rapprochent. Oui ? Et donc, quand ils se rapprochent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont tendance à se repousser. Oui ? Donc vous voyez que cette notion de répulsion, qui est évidente, elle s'oppose en fait à la seule attraction qui était pour l'instant notre loi de l'électron tout seul avec le noyau. Oui, puisque l'énergie de cet électron dépendait que de la charge du noyau. Oui, moins 13,6 Z au carré sur N au carré. Mais maintenant, nous venons d'envoyer quelque chose qui, des fois, repousse l'électron. Oui, et de manière continue. Et vous voyez que plus vous allez mettre d'électrons, plus il y aura des phénomènes de répulsion. Je pense que de manière assez intuitive, vous arrivez à comprendre qu'à ce moment-là, si vous vous focalisez sur un électron, et que si vous vous posez la question, mais comment cet électron voit le noyau, eh bien c'est comme s'il le voyait moins. Puisque d'une part, il y a un phénomène d'attraction qui continue, mais il y a aussi des choses qui le repoussent. Donc si tu fais la somme de ces deux forces, c'est comme si l'électron, il voyait un noyau qui avait une charge plus faible. Alors, cette charge plus faible, ça s'appelle le Z effectif, et on le verra la fois prochaine, il y a des méthodes pour le calculer, en particulier la méthode de Slater, et il y a au moins 2 vidéos sur ma chaîne YouTube qui expliquent comment est-ce qu'on calcule ces Z effectifs dans cette méthode semi-empirique de M. Slater. Ceci implique quelque chose d'important au niveau maintenant de la résolution de l'équation de Schrödinger. C'est qu'il n'y a plus de solution exacte, mathématiquement exacte, de la fonction d'onde. Il faut faire des petits ajustements, tu vois. Mais heureusement, quand tu fais ces ajustements, tu trouves des fonctions d'onde qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à celles qui ont été définies de manière stricte dans les systèmes hydrogène et hydrogénoïdes. Heureusement, si tu imagines, s'il fallait tout recommencer et qu'on trouvait des fonctions exotiques très complexes, ce n'est pas le cas, et donc c'est quand même une bonne nouvelle. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose importante, c'est cette énergie. Avant, c'était facile de définir l'énergie d'un électron, ça ne dépendait que de l'attraction avec le noyau. Et là, on vient de dire, maintenant, il y a l'attraction, mais il y a aussi la répulsion. On est d'accord ? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes quantiques ? Ça veut dire que l'électron, son énergie ne dépend plus seulement que de n, mais il va dépendre de n et de L. Ça veut dire de la sous-couche. Et donc, il faut rendre compte de cette réalité. Donc, je vais écrire d'abord l'aspect énergie. Vous savez, dans les systèmes hydrogène et hydrogénoïdes, on n'écrit que la dépendance à NL. Comme ça, c'est encore une fois écrit au tableau en électron-volt. L'expression est celle-là. Pas de problème. Maintenant, ça, c'est pour un électron. Oui. Maintenant, quand il y a plusieurs électrons, l'énergie dépend de N et de L. Et vous allez voir que cette dépendance, elle est décrite parce que beaucoup d'étudiants connaissent sous le terme règle de Kleshkovsky. On va la reconstruire ensemble et on va voir que finalement, je le dis une première fois à l'oral et ensuite on va l'écrire, la dépendance, c'est cette fois-ci la somme de N plus L. Et quand la valeur N plus L pour 2 sous-couches sera la même, la sous-couche de plus basse énergie correspond au N le plus petit.
on va voir. Et si vous retenez ça, vous êtes capable de reconstruire le tableau de Kleshowski. C'est ultra simple. Donc, si on veut écrire néanmoins cette énergie, on pourra le faire. Mais il faut redéfinir le Z. Vous savez, le Z, là, qui est vu un peu moins par chacun des électrons. Et vous allez voir, on le reverra nous plus tard, c'est dans une autre vidéo. L'expression va ressembler encore à ça, mais le Z ici, ça sera un Z effectif, qu'il faut recalculer au carré, divisé par un N qui lui-même pourra quelquefois être un peu modifié. L'idée des gens comme M. Slater, c'était de proposer des modèles qui rendent compte le mieux possible des énergies d'ionisation en particulier des atomes réels. Donc, il faut jouer un peu là-dessus, et puis peut-être même là-dessus. Mais globalement, l'approche est la même, mais simplement, ça dépend plus que de n, vous voyez, et le L, si vous voulez, ben, il est quelque part caché dans le Z effectif, on le reverra à un autre moment. Deux exemples, et ensuite on va établir les règles qui se déduisent, si vous voulez, de ces deux exemples. Premier exemple, l'hélium. Comme vous le savez, c'est le deuxième élément du tableau périodique, Z égale 2. Un hélium neutre, il a 2 électrons. Donc, il ne peut pas être décrit exactement comme un système hydrogène ou hydrogénoïde. Donc, 2 électrons. Alors, on considère qu'on va regarder, dans la même logique que ce qu'on avait compris pour les systèmes hydrogène et hydrogénoïdes, eh bien, il y a un niveau fondamental, n égale 1. Donc, on va commencer quand même comme ça. Tu dis n égale 1, niveau fondamental. L'énergie, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'elle vaut. Il y a 2 électrons, un noyau chargé plus 2, je ne sais pas trop, mais peu importe. Quand on fait les ajustements qui vont bien dans la résolution mathématique, on se rend compte que finalement, les résultats sont similaires à ceux qu'on avait trouvés pour l'hydrogène. C'est qu'au niveau n égale 1, il y a une valeur de L qui est égale à 0, nécessairement, strictement inférieure à n. Et comme L égale 0, ben, il y a une seule valeur de m, c'est m égale 0. Donc on va retrouver, ça c'est bien, notre couche, sous-couche et orbitale. Là, tout est rassemblé en un seul objet. C'est ce qu'on appelle l'orbital 1s. OK? Ça, on l'a déjà vu. Et il n'y a rien d'autre. Ça va? Et on va se poser la question, est-ce que ça suffit pour mettre mes 2 électrons? Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors, les électrons, on a vu déjà, nous, qu'en fait, ils étaient définis par 4 nombres quantiques. Oui. Alors, quand il y a un seul électron dans un système, peu importe, 4, c'est bien. N, L, M et Ms. Vous vous souvenez? Bien. Alors, il y a 2 électrons à mettre. Alors, on y va. On en met un premier et je dessine une flèche vers le haut. C'est une représentation symbolique de son 4e nombre quantique, Ms, plus 1,5. OK? Et maintenant, la question, c'est, je veux mettre le 2e électron. Est-ce que le 2e électron va accepter de partager l'espace avec le premier électron? Eh bien, oui, si et seulement si son Ms, il est différent. Ça veut dire oui, mais il faut que son Ms soit différent. Sinon, ça ne marche pas. Et ça, là, ce que je viens de décrire de cette manière, c'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. Et celui-là, il faut le connaître absolument, parce que c'est très important, c'est une des bases, c'est un pilier, ça, de la mécanique quantique. C'est que dans un système, 2 électrons ne peuvent pas avoir les 4 mêmes nombres quantiques, mais seulement 3. OK? Donc, ces 2 électrons-là qui sont là-dedans, ils ont en effet 3 mêmes nombres quantiques. Vous êtes d'accord? Ils ont le même n, c'est égal à 1. Ils ont le même L, c'est égal à 0. Ils ont le même m, c'est m égale 0.
mais ils n'ont pas le même ms. Il y en a un qui est plus 1,5 et l'autre il est moins 1,5. Ça va? Ceci est une règle absolue. C'est le principe d'exclusion de Pauli. Donc il faut ancrer ça dans votre mémoire. Ça va? Bien. Premier exemple. Alors pour calculer l'énergie, eh bien on le verra, il faut faire appel à des méthodes semi-empiriques type Slater et calculer un Z effectif, c'est-à-dire je veux calculer l'énergie d'un électron, eh bien je dois tenir compte de la répulsion de cet électron avec l'autre électron. Okay? À ce moment-là, je peux trouver, et on trouve des Z effectifs qui sont inférieurs, bien sûr, à 2, parce que le Z réel de l'hydrogène, de l'hélium, pardon, c'est 2, et donc on va trouver un Z effectif, je ne sais pas, de 1,4 ou quelque chose comme ça. Vous voyez, plus faible, à cause de la répulsion. Ça va? Et vous imaginez bien, plus il y a d'électrons, oui. Plus, si vous calculez l'énergie d'un électron, je sais pas, dans le fer, le 26e, il y a 25 électrons, vous voyez, qui partagent l'espace autour du noyau. Vous comprenez bien que le nombre de répulsions est très important. Donc cet électron-là, le plus haut en énergie, bien sûr, il voit un peu la charge, sinon il partirait. Mais il voit une charge qui est terriblement diminuée. Il reste une charge de plus 4, plus 5, ou de plus 26. Vous voyez? Parce qu'il y a plein d'électrons, plein de répulsions. Et on le reverra sur des exemples. Alors, maintenant, deuxième exemple. Avant d'écrire les règles générales, puis le tableau de Kleshowski. Prenons le carbone. Le carbone, comme vous le savez, c'est le 6e élément du tableau périodique. Cette fois-ci, il y a 6 électrons à placer. Alors on va accélérer un tout petit peu. On sait, au niveau n égale 1, eh bien, il y a, j'aime bien, c'est une chambre, une orbitale, mais qui est aussi une sous-couche et une couche dans ce cas-là. Et on sait que là-dedans, on va pouvoir mettre 2 électrons maximum. Et après, c'est fini. C'est-à-dire que le 3e électron, on ne peut plus le mettre là-dedans. Puisque le 3e électron, si tu le mets là-dedans, ça veut dire qu'il violerait le principe de Pauli. Vous êtes d'accord? Parce que les électrons, ils sont soit plus 1,5, soit moins 1,5. Tu ne peux pas le mettre là-dedans. Puisque sinon, il y aurait 2 électrons qui auraient les 4 mêmes nombres quantiques. Donc, on est obligé d'aller chercher d'autres chambres. Et comment on fait? Nous, on sait, on a vu dans l'hydrogène hydrogénoïde, qu'il existe d'autres orbitales, mais à des énergies un peu plus hautes. OK? Alors, on y va. N égale 2. Alors, n égale 2, ça va nous permettre de faire quoi? On le sait, il y aura une orbitale 2s. On refait le raisonnement chaque fois, il faut l'apprendre. On est à n égale 2. Donc, il y a 2 valeurs de L possibles. L égale 0 et L égale 1. Là, on est à L égale 0. On appelle ça une orbitale 2s. C'est une sous-couche dans laquelle il y a une seule orbitale. Mais, vous le savez, vous vous souvenez, comme nous sommes à n égale 2, il y a une deuxième valeur de L possible, c'est L égale 1. Et L égale 1, ça te donne, en fait, une sous-couche particulière qu'on appelle 2P, on l'a déjà vu, mais dans 2P, il y a M égale moins 1, M égale 0 et M égale plus 1. Il y a 3 valeurs de M, donc il y a 3 orbitales. Alors c'est bien, vous allez voir, maintenant nous avons assez de chambres pour accueillir nos 6 électrons. Ça c'est bien. Alors, on y va. Vous voyez, les électrons, eh bien, c'est un peu comme de l'eau. Oui, quand vous commencez à verser, ça va en bas, quoi. Vous êtes d'accord? Comme l'eau. Donc les 2 premiers électrons, ils vont ici. Ça, on a compris pourquoi. Mais vous êtes d'accord? Vous ne pouvez pas verser, entre guillemets, un 3e électron ici. Oui, impossible, principe de Pauli. Donc le 3e électron, il va aller où? Il va aller ici. Et le 4e, il va aller où? Alors là, la question est importante. Parce que dans les systèmes hydrogène et hydrogénoïdes, vous vous souvenez, la 2s et la 2p, ils étaient à la même énergie. Donc si tu rajoutais un 4e électron,
il pouvait, vous voyez, aller là ou là. Sauf que, à cause justement de cette répulsion électron-électron, vous voyez, je l'ai déjà dessiné comme ça, la sous-couche de P, elle est plus haute en énergie, René, que la sous-couche de S. Donc c'est important. Ça s'appelle une levée de dégénérescence de l'énergie. Quand il y a un seul électron, ces sous-couches sont à la même énergie. Quand il y a plusieurs électrons, il y a une levée de dégénérescence de l'énergie. D'accord ? C'est-à-dire que dans votre appartement, il y a une marche ou deux marches qui apparaissent. Ce n'est plus la même énergie. Donc, le quatrième électron, il va nécessairement ici, oui, parce que lui, il y a encore une place dans cette chambre, mais avec un ms différent. On est bon. Il nous reste deux autres électrons. Le cinquième électron, je vais le mettre là. Et maintenant, va apparaître, c'est plus un principe absolu, c'est une tendance plutôt, des règles, on appelle de Hund. Le sixième électron, où est-ce qu'il va bien pouvoir aller, à votre avis ? Eh bien, l'expérience montre, et c'est lié à des faits expérimentaux, c'est qu'il va aller là ou là, plutôt que là. Pourquoi ? Encore une fois, à cause de la répulsion électron-électron. Donc, on voit que le sixième électron, dans le cas du carbone, a tendance à aller occuper une autre orbitale, et en plus, et ça fait partie des règles de Hund, en plus, il va avoir le même ms que le premier. Oui, c'est un peu plus stable. C'est comme si, quand les électrons résonnent ensemble, il y a un gain d'énergie. Bon, c'est un peu comme nous quand on va dans le tramway très tôt le matin, qu'il y a beaucoup de place. Les gens se mettent les plus loin possible les uns des autres, et habituellement, ils regardent tous dans le sens de la marche. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la structure électronique du carbone à l'état fondamental. Nous avons respecté le principe de Pauli, et nous avons introduit ici ce qu'on appelle les règles de Hund. Les règles. J'espère que ça s'écrit comme ça. Quelqu'un pourrait vérifier. L'énergie, je vais l'écrire, l'énergie des sous-couches va dépendre de la valeur de n plus L, cette fois-ci. Dans un système hydrogène et hydrogénoïde, vous vous souvenez, ça dépend que de n. Là, ça dépend de n plus L, première chose. Et bien sûr, quelquefois, vous allez voir, deux sous-couches ont la même valeur de n plus L. Quand deux sous-couches ont la même valeur de n plus L, eh bien, c'est la valeur de n la plus petite qui correspond à la sous-couche, d'un point de vue énergie, qui est la plus basse en énergie. Okay ? Donc, si deux valeurs identiques, alors c'est la valeur de n qui nous dit qui compte. On va le voir sur des exemples. Là, j'ai gribouillé sur le tableau, ce n'est pas très important. Vous allez comprendre sur le dessin que je vais faire maintenant, et vous trouvez cette répartition des couches et des sous-couches, souvent sous forme d'un tableau, avec des flèches qui redescendent comme ça, et il est connu comme le tableau de Kleczkowski. Mais de mon point de vue, ce n'est pas un tableau que vous avez besoin d'apprendre par cœur, puisqu'on retrouve très facilement la succession énergétique des couches et des sous-couches en se souvenant de ça. Vous allez voir, c'est très simple. La première chambre, celle qui est la plus basse en énergie, elle s'appellera toujours 1S. OK ? C'est le résultat de la mécanique quantique. Et cette chambre est vite... on peut arrêter là, monsieur ? Merci. Ensuite, il y a un niveau un peu plus haut en énergie, oui, on le sait, n égale 2,
il y a une deuxième chambre. Hein, on la connaît, elle s'appelle 2S. Et on l'a vu à l'instant, déjà, hein, et on va commencer à compter maintenant. Et puis il y a 2P, puisque ici on est n égale 1, n égale 2, 2 sous-couches, L égale 0, L égale 1, sous-couche S, sous-couche P. Alors on voit, regardez, hein, on va tout en dessous là, on va nous regarder ce que vaut la somme n plus L. Bon, n plus L, on est à l'école maternelle, hein, en fait. 1 plus 2, des trucs comme ça. Alors on y va. N plus L pour la 1S, c'est 1 plus 0. 1 plus 0, ça on sait faire, ça fait 1. C'est la valeur la plus basse qu'on peut trouver, bien sûr, pour la somme n plus L. Ici, n plus L égale, oui, toi, 2. 2 plus 0. Ça, il faut que vous sachiez le faire. Hein. Je vous interroge quelques fois, il faut que ce soit évident. On est d'accord? Parce que vous connaissez les valeurs de L pour les sous-couches. Maintenant, 2 plus la valeur de L associée à la P, hein, c'est 1. D'accord? C'est L égale 1, ça. Donc c'est 2 plus 1, ça fait 3. Donc vous voyez là, ah ben on comprend. Hein. Il y a 1, il y a 2, il y a 3. Donc ça monte. On est d'accord? C'est le début hein, de l'établissement des règles de Kleshkovsky. On continue? Maintenant, si vous mettez ici 10 électrons, il n'y a plus de place. On est d'accord? Mais nous, on veut mettre 52. Hein, on n'a pas fini. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il y a après? Ben après, il faut aller n égale 3. Vous êtes d'accord? Hein? Il n'y a plus rien. N égale 2, on a tout épuisé. On va n égale 3. N égale 3, ben, il y a 3 valeurs de L. L égale 0, L égale 1 et L égale 2. Sous-couche S, sous-couche P et sous-couche D. Vous vous souvenez? Donc on y va doucement. Hein. On va d'abord, je la mets ici, je fais l'hypothèse qu'elle serait un peu plus haute. On va voir la 3S. Est-ce qu'elle est plus haute? On ne sait pas. René, N plus L pour 3S, ça fait 3. Hein. 3 plus 0. Ah, regardez, c'est les mêmes valeurs. Et quand c'est les mêmes valeurs, tu dis, ah, c'est le deuxième, hein, la deuxième règle. Quand N plus L ont la même valeur, l'énergie la plus basse correspond à N le plus petit. Donc, 2P est en dessous de 3S. D'accord? Puisque 2 est inférieur à 3, vous le saviez. C'est l'école maternelle. Ça va? Donc, vous voyez, c'est simple. Et on va souvent rencontrer, bien sûr, des sous-couches qui ont la même valeur de N plus L. Et donc, il faut regarder la valeur de N. Et la N le plus petit, c'est l'énergie la plus basse. On continue? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? 3P. Alors, pareil, pour l'instant, je la dessine. Peut-être qu'il faudra que j'efface après. Hein. 3P. Bon, on se doute bien. 3P, ici. N plus L égale 4. Hein, 3 plus 1. Donc, c'est bon, elle est bien au-dessus. On n'avait jamais de 4 encore. Hein. 4, c'est plus grand. C'est bon? Tu n'as encore une question ou ça va? Donc oui, c'est facile. Et maintenant, alors on se dit, bon, n égale 3, il y a encore 3D. Vous vous souvenez? 3D, 3D, 3D. Alors vous avez, volontairement, je vais la mettre un peu plus loin comme ça. 3D. Alors on sait, hein, il y a 5 orbitales. Hein, vous vous souvenez? Moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Bon, ça c'est la 3D, je l'écris ici. 3D, c'est combien? Allez, Clara. Valeur de N plus L pour une 3D. 5. Pourquoi vous hésitez encore? Je répète encore une fois. Sous-couche S, elle égale 0. Sous-couche P, elle égale 1. Sous-couche D, elle égale 2. Sous-couche F, elle égale 3. Copie? On y va. Maintenant, tu dis, bon alors effectivement, la 3D est supérieure à la 3P. Sauf que, maintenant, je vais déjà faire intervenir une chambre, donc une orbitale, mademoiselle, du niveau n égale 4. Et vous allez voir, regardez bien, je vais la mettre ici. On va vérifier l'hypothèse. Pourquoi?
allez, à toi. N plus L pour 4S, ça vaut combien? 4. Et regarde, 4, c'est bien inférieur à 5. Et ceci est très important, puisque ça correspond bien sûr à la réalité, par exemple, de ce qu'on appelle comme élément le potassium et le calcium. Dans le potassium et le calcium, élément 19 et élément 20, les électrons occupent une orbitale sphérique, de type 4s, et pas une orbitale d. Les orbitales d commencent avec le scandium, titane, vanadium, chrome, les métaux de transition, jusqu'au zinc. Vous voyez? Donc, vous voyez, on est bien dans le respect de ce qu'on appelle des règles de Kleshkovsky. Donc N, là, vous voyez qu'il est plus petit. Alors bien sûr, ici, 4 et 4, mais là, il n'y a pas photo, puisque ça c'est la 3P, ça c'est la 4S. 3P est bien inférieur à 4S, puisque N est plus petit. Oui? Mais par contre, la 4S vient s'insérer ici. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment-là, il faut faire attention quand on commence à écrire toutes les sous-couches. On continue? Alors, on a déjà mis une 4S, donc on est déjà allé chercher quelque chose de n égale 4. Qu'est-ce qu'il y a après? N égale 4, attention, n égale 4. Donc il y a 4 valeurs de L possibles. L égale 0, on l'a déjà, c'est la 4S. 4P, 4D et 4F. 4F, oui. Mais il faudra qu'on fasse attention, il n'y a pas une 5S qui va venir entre-temps. Oui, on va voir. On continue. On a encore de la place. Donc ici, normalement, eh bien, intervient une 4P. 4P, c'est quoi? N plus L? Allez, on essaye de... Combien? 5, oui, c'est ce que tu voulais dire, c'est bien. Bon, 4 plus 1, ok? Bon, c'est la même valeur que la 3D, sauf que la 3D, comme ici c'est 3 et là c'est 4, bon, elle est avant, d'accord? Parce que 3 est plus petit que 4. Ça va? Donc elle est bien un peu au-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie d'écrire? 4D, vous êtes d'accord? Mais 4D, ça fera combien? Ça fera 6. Et comme on a compris un peu le jeu, je dis ouais, mais 6, c'est plus grand que 5. Et quand je fais n égale 5, j'ai une 5s. Et 5s, c'est 5. Donc, ici, 5s. Et seulement après, éventuellement, on va voir, 4D. On voit encore dans la caméra, oui. Donc ici, 5S, ça fait 5, on est d'accord. 4D, ça fait 6. 4 plus 2. Oui? Voilà. J'écris entre parenthèses la valeur de n plus L, maintenant, 6. Donc on était où avant? 6, 6, bon, ok. La 4D, elle est bien avant la 5P, c'est la même valeur de n plus L, mais 5, c'est plus grand que 4, donc c'est un peu plus haut en énergie. 5P. Ensuite, donc on est déjà à 6. 5P. Est-ce qu'il y a déjà les 4F qui interviennent ici? On se pose la question. N'oubliez pas, on a encore la 4F à mettre. Je l'écris ici, qu'on se souvienne. 4F. 4F, ça fait combien n plus L pour 4F? Ça fait 7. 4 plus 3. Celle-ci, la somme, c'est 7. Alors, on a envie de l'écrire, mais il n'y aurait pas autre chose? 6S, en effet. Tu vois? La 6S, ça va être comme ça. C'est aussi 6. OK? Et seulement après, il y a la 4F. 6. Il faut remettre encore un. 7, donc 4F. 7. Etc., etc. Bon, là, on a déjà fait beaucoup. Vous continuerez chez vous. Bon, il faut faire ce tableau une ou deux fois par vous-même. N'oubliez pas, après, il y a encore les 5D à introduire. Oui. Mais si vous regardez dans le tableau périodique, et on en parlera la semaine prochaine ou la semaine d'après, vous voyez que dans le tableau périodique, à un moment, eh bien, interviennent les éléments F. Oui. Lantane, cérium, praséodyme, néodyme, etc.
Et vous voyez qu'ils interviennent là au début des métaux de transition. Okay, donc on les intègre là. Il y a 14 éléments. Pourquoi? Parce que comme il y a 7 orbitales, et que dans une orbitale, au maximum, on peut mettre 2 électrons, ça fait 14 éléments. Ouais, on verra.